Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce balado qui s'appelle La quête vers la sobriété avec Robert Piché et ses invités. On n'est pas des experts, ni moi ni mes invités, mais par contre on aime discuter de notre problème commun, qui est l'alcoolisme. Cette maladie, c'est une des rares maladies qu'on ne sait pas qu'on est malade. Et le but du balado, c'est d'en discuter. Et pour rester abstinent dans notre maladie et contrer cet alcoolisme-là, on se base sur une méthode qui a été inventée dans les années 1935 par deux membres fondateurs qui s'appelaient Bill W. et Dr. Bob. Et cette méthode-là est appuyée par des étapes. Autrement dit, les étapes, c'est une marche à suivre, très simple, un peu difficile à faire pareil parce que nous, les alcooliques, on est toujours pressés. Et aujourd'hui, on est rendu à la 8e étape. Et la 8e étape se lit comme suit. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et nous avons consenti, n'oubliez pas, le mot consenti est très important, consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Fait que restez avec nous, c'est de ce que je vais discuter avec Éric, mon collaborateur, et Guy, qui est notre invité. À tout de suite. Bonjour Guy. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil de ta part. Bonjour Éric. Salut Robert. Comme je vois, tu es encore dans les couleurs de Dieu. Toujours. Ah, le monde va pouvoir voir que tu t'habilles aux couleurs de Dieu. Fait qu'aujourd'hui, bien entendu, on parle de la 8e étape, mais j'aime commencer en parlant avec mes invités, qui est toi, Guy. Savoir c'est quoi ton cheminement. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé que... Est-ce que tu t'es réalisé par toi-même ou tu as décidé toi-même ou quelqu'un t'a dit ou tu t'es aperçu que tu buvais un peu trop ou peu importe et tu es venu à rentrer dans ce merveilleux monde des associations anonymes qui nous permet de rester abstinent. Comment ça s'est passé dans ton cas? Ben moi, c'est par l'entremise d'un de mes frères. J'ai 2 frères, puis le plus jeune, lui, il connaissait déjà les fraternités. Il y avait déjà un problème de consommation. Oui, les 3 frères, la famille au complet, là. Ouais. Père, mère, on est tous des alcooliques dans notre famille. C'est drôle que ça a commencé par le plus jeune. Oui. Ah, c'est bizarre lui. Quand même. Oui. Seulement, ça va d'un ordre démographique. Ouais. On est des pas pareils, nous autres. Ouais, mais ça, je l'entends souvent dans les meetings qu'on n'est pas des pas pareils. Ouais. C'est ça. Puis ça t'a amené à réaliser toi aussi que tu avais un problème de consommation? Oui, ben c'est ça. Il venait me voir au bar où j'étais tout le temps. Tout en étant abstinent. Lui, il était abstinent, puis il faisait de la réclame un peu avec son frère plus vieux, là, tu sais. Puis il m'achalait, mais moi, j'étais content pour lui, là, qu'il ait arrêté de consommer. Il avait un problème, là, tu sais. Puis... Qu'il avait réglé son problème. Lui, il avait réglé son problème. J'étais bien fier de lui, mais moi, je voyais pas que j'avais un problème à ce temps-là. Puis pourtant, j'étais vraiment j'arrivais vers un bas fond, mais moi, j'étais inconscient de ça. Ben, OK, à ce moment-là, même s'il allait te voir, pour toi, tu n'avais pas de problème. Non. Ben non, on est tous un peu de même. C'est bien le déni. Tout le monde qu'on rencontre dans le milieu des alcooliques anonymes, on est tous dans le déni au début. Parce que moi, je considère que c'est... Parce qu'on est la majorité des gens intelligents. Hein? Puis si tu dis que tu as un problème de boisson, un gars intelligent va arrêter de consommer. Ouais. Mais vu que le fou que tu as dans la tête ne veut pas arrêter de consommer, lui, il te fait dire que tu as raison de consommer. Que toi, tu n'as pas un problème, tu n'es pas pareil. Ouais. Hein? C'est donc le cheminement classique, plus ou moins. Hein? Oui, c'est vrai. C'est bon. Puis toi, Éric, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait la semaine passée dans le dernier balado, tu as découvert avec notre ami Jocelyn que Jocelyn... il a parlé de son alcoolisme et tout, mais à un moment donné, il a dit que lui, il était pris de d'autres dépendances. Ouais. Puis ça, c'est la première fois, moi, que je rencontrais un alcoolique qui se disait dépendant de plusieurs manières. Puis lui, il a parlé du sexe, il nous a jasé ça un petit peu, quoique bien souvent, l'alcoolisme vient avec le sexe, mais lui, il a parlé de dépendance affective. Puis c'est drôle, en direct, pendant l'émission, tu as découvert qu'est-ce que c'était être un dépendant affectif, puis tu t'es considéré, après l'émission, comme un dépendant affectif. Ouais, moi, ça fait 2 ans et demi là, que je chemine dans le mouvement, puis... Mais il faut dire que tu as eu plusieurs thérapies. Ouais, tu as commencé très tôt. Moi, j'ai connu les associations à l'âge de 16 ans. OK, c'est ça. Ben, mais dans les années 90, on n'entendait pas ça, parler de dépendance affective. Ouais. C'est plus maintenant qu'on l'entend. Puis quand j'écoutais Jocelyn la semaine passée, ça m'a sauté dans la face. Ah ouais. Ça m'a vraiment touché, puis je me suis ouvert l'esprit la semaine passée, puis durant le balado, je ne savais pas si je devais le dire, puis finalement, ça a sorti, parce que je parlais pas beaucoup. D'habitude, je parle tout le temps. Je parlais pas beaucoup, puis ça m'a vraiment frappé comme une tonne de briques. Fait qu'au moins, là, j'ai mis le doigt sur un bobo que je vais pouvoir travailler. Ouais. C'est quoi tes pensées depuis une semaine?
Ben là, tu as eu des petits problèmes de santé pendant la c'est semaine. ça. J'ai pas eu le temps de trop penser à tout ça. Non, c'est ça, mais ma copine, elle a des livres sur la dépendance affective que je vais lire. Ouais. J'ai une thérapeute que je suis présentement, une fois par 2 semaines. Je la vois ce soir. Je vais y en parler. Okay. Je vais vraiment développer. Je vais aller chercher de l'aide pour comprendre. Parce que je suis sûr que je vais grandir beaucoup moi, ça m'a fait réfléchir, moi aussi. Puis je pense que la majorité des alcooliques sont dépendants affectifs. Puis même pas juste les alcooliques. Je pense que beaucoup de monde sont dépendants affectifs et ils ne savent pas qu'ils sont dépendants affectifs. Moi, je disais toujours, la dépendance affective, il y a plusieurs degrés. Puis moi, je suis au plus bas. Ça passait bien quand je disais je suis au plus bas. Mais je veux dire, dépendant affectif, t'es dépendant affectif ou tu ne l'es pas. Là. C'est comme t'es alcoolique ou tu ne l'es pas. Fait que non, je suis sûr que je vais cheminer beaucoup en sachant ça. Ben c'est bon. Puis toi, Guy, après ça, tu as continué à cheminer un peu. Est-ce que ça te parle un peu, la dépendance affective? Ben oui, absolument. Là, moi, je suis un dépendant affectif, je m'en rends compte. J'ai même été voir dans la fraternité des AA, mais j'ai pas accroché à cette fraternité-là. Ça se déroule un peu comme dans nos meetings des associations anonymes. Ils ont les étapes, ils ont la méthode, ils ont tout. C'est ça, exactement. Ils ont les mêmes étapes que nous, mais moi, je me suis pas identifié. Ben, j'ai pas aimé la dynamique, comment ça se passe. Tu n'as pas aimé la vibe. Non, c'est ça. Mais présentement, comment tu fais pour travailler sur ta dépendance affective? Ben là, en ce moment, je suis tout seul, fait que j'ai pas... mais je sais que je suis indépendant quand je suis en relation. Je viens de finir une relation là qui a été up and down là, dans les 2 dernières années. Là, puis je le vois que moi, j'accroche vite. Là, je viens dépendant vite. Là, ouais. Ah, c'est un peu normal aussi. Ça fait peur à l'autre personne. Là, mais je pensais pas que je l'étais, mais là, j'ai vu dans mes comportements comment je devenais. Puis il parle dans toute la littérature des dépendants affectifs, il parle que c'est un manque d'amour quand on a eu quand on était jeune. Ah, ben ça... Je sais pas si dans vos cas, c'est... Ben moi, dans mon cas, non. Tu sais, le monde connaisse ma vie. Moi, j'ai des parents très aimants qui ont été toujours là pour moi. Ils sont encore là à 53 ans. Ouais, mais est-ce que... être là et aimer son enfant. Non, moi, de l'amour, il y en avait. Même, j'ai été surprotégé. Ah oui. Ça, c'est un autre, c'est un autre prérequis de la dépendance affective. Quand tu en as trop, t'es trop. Ça, je l'ai compris. T'es pas capable d'agir par toi-même. C'est ça. Comme tu disais tantôt, j'ai eu des problèmes de santé en fin de semaine. Puis là, ma mère, elle me disait, ben oui, mais va pas au balado. Elle voulait que je me repose puis je fasse rien de la semaine. Ouais. Ben, j'ai dit non. Tu sais, c'est de la surprotection. Ah ouais. Ça va même à ton âge. Même à 53 ans. Parce qu'il faut que les gens sachent que ta mère habite, tes parents habitent chez toi. Oui, c'est ça. Ils habitent avec moi. Puis, ben, tu sais, ils me victimisaient en fin de semaine. Là. Ah, ben, fais pas ça. Fait que, tu sais, ils prenaient trop soin de moi. Je suis pas en train de mourir, là. Fait que c'est dur, là, de... Moi, je le sais parce que quand j'étais jeune, j'en regarde des photos quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, là. On dirait tout le temps que j'étais en train de pleurer, ces photos. J'ai remarqué ça, c'était comme le dénominateur commun de toutes les photos que je regardais quand j'étais jeune. Puis je me suis dit, ben, je suis pas en train de, ma mère, elle disait, ben non, c'est parce que tu filais pas, tu faisais un mauvais sourire ou tu n'étais pas de bonne. Mais ben non, je le sais que j'ai manqué d'amour quand j'étais jeune. Pas que ma mère m'en donnait pas, c'est pour ça que je te pose la question, Éric. Ma mère était très aimante, elle s'occupait de nous autres, mais mon père était sur la route, voyageur de commerce, très rarement à la maison. Ma mère avait 4 enfants. Puis dans les années 50, ça se parlait pas comme ça se parle aujourd'hui. La mère faisait son possible avec ce qu'elle avait, puis elle était obligée de splitter son amour en 4. Fait que moi, je trouvais que j'avais besoin de plus d'amour qu'un corps d'amour de ma mère. Puis c'est pas de sa faute, c'est pas ça que je dis, mais ça m'a développé cette dépendance affective-là. Puis moi, à l'âge de 17 ans, j'ai été coquille avec ma première blonde. Tu sais, mais première blonde, c'était pas l'amour de ma vie, puis on parlait pas de se marier, mais il reste de vous qu'elle est partie avec un autre, ça m'a comme... Ça fait mal. À partir de ce moment-là, vu que je n'ai... Puis comme tu disais tantôt, Guy, tu n'as pas parlé à personne. T'es pas porté à en parler à personne. Fait que j'ai fait avec ça, puis là, je considère que j'ai consommé le sexe chez les femmes de la même manière que je consommais ma substance. Autrement dit, ça faisait partie. C'est comme la fameuse phrase quand on était jeune, un joint, une bière, une femme. Tu ne peux pas dissocier un de l'autre. Tu comprends? Fait que c'est bizarre pareil qu'aujourd'hui, on se ramasse toi et toi à table, puis on parle de la dépendance affective, que le sujet n'est même pas ça, mais il reste toujours que ça fait partie de notre maladie. Bien, ça a commencé comme ça. Tu sais, tu dis ça, là, qu'elle t'a trompé, ta première blonde. Tu as vécu du rejet. Directement partant. On ne sait pas quand ça arrive. Oui, puis en plus, je voulais y en parler. J'ai dit, OK, on va se laisser. Moi, ça ne me dérange pas. J'étais un gars cartésien. J'étais un pilote d'avion. Moi, c'est cartésien dans ma tête. Je dis, OK, on va se laisser, on va s'asseoir, on va discuter
qu'est-ce qui arrive. Mais peut-être qu'elle non plus, elle ne savait pas comment me l'expliquer. Tu sais, on avait 17 ans, fait que probablement qu'elle s'est dit, j'ai pas d'affaire à t'en parler parce qu'elle ne savait pas comment m'en parler. Puis ça, ben c'est sûr que ça m'a marqué. Mais je n'étais pas assis chez nous à 17 ans et dire que je suis malheureux, là. Tu sais, moi, j'ai continué ma vie, je me suis mis à sortir avec les femmes, puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais je réalise aujourd'hui, dans mon cheminement, 22 ans d'abstinence, quand tu regardes la littérature, puis là, moi aussi, ça m'allumait une petite affaire sur la dépendance affective la semaine dernière avec Jocelyn. Je me suis dit, ben c'est une cause, une des causes qui a fait qu'à un moment donné, j'ai perdu le contrôle sur ma substance, tu sais. Puis toi, ton frère, tu disais qu'il t'amène toujours... Il a de voir d'un bar. C'est drôle, pareil, la synergie de ça. Ça m'intrigue un petit peu. Hein? Ben, c'est ça. Il venait me voir, il essayait de me sauver un peu. Là, quand tu rentres dans une fraternité puis tu goûtes au bienfait de ça, l'abstinence, mais lui, il voulait transmettre ça. Là, un peu, il faisait de la 12e, mais moi, j'étais vraiment pas prête à ça à cette époque-là. Vous étiez proche de la famille, les frères, vous étiez proche? Ben, moi, j'ai été parti pendant 7 ans du Québec. J'ai été dans l'Ouest canadien, en Californie. J'ai été vagabondé. Dans le temps, c'était les sacs à dos. Là. J'ai été faire la tournée de l'Ouest canadien, puis j'ai descendu jusqu'au Mexique. Comme bien des jeunes dans le temps. Oui, c'est ça, les années 70. À la recherche d'aventure et d'adrénaline. Exactement. Puis quand je suis revenu, ben moi, j'ai retourné vivre chez mes parents, puis mon frère vivait déjà chez mes parents. OK, le plus jeune. Oui, c'est ça. Puis il était toujours abstinent. Lui, il était abstinent, c'est ça. Ben, oui, c'est ça. Il était déjà abstinent quand je suis revenu. C'est ça. Puis c'est ça qui t'a invité à aller dans un meeting ou? Oui, ben, un moment donné, il a pogné mon autre frère. Le plus vieux. Le plus vieux. Ouais. Pendant que tu étais parti. Non, pendant que j'étais encore au bar, là, puis il a accroché mon frère plus vieux, puis lui, après 1 an d'abstinence, ben, la tradition a vu qu'on remette un jeton, un gâteau. Puis là, ben, il invite toute la famille. Mais là, vu que je vivais chez mes parents, puis mes parents sont allés... Ça aurait des fois un peu que tu serais resté tout seul chez vous. C'est ça. Fait que je me suis ramassé dans une salle de meeting, puis quand je suis monté dans la salle de meeting, il y avait la moitié de mes chums de la brasserie qui étaient là. Fait que là... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la personne... Salut Guy, comment ça va? Ouais. Le gars qui a remis le jeton à mon frère, c'est un gars que je connaissais dans l'actif aussi. Puis il disait plein de belles choses à mon frère, là, tu sais, son cheminement dans l'année. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous autres, on est bien Madeleine chez nous, on est sensibles. Fait que ça pleurait beaucoup dans le meeting, tu sais, c'était émotif. Tu sais. Puis au moment du jeton du nouveau, j'ai senti comme... une vibe, puis je suis allé chercher mon jeton de nouveau. Je me suis identifié là en pleurant. Tu sais. Mais moi, l'orgueilleux en moi, ça a fait que quand je suis rembarqué dans le char, j'ai dit, ben... Qu'est-ce que j'ai fait là? Les tavernes. Ben, j'ai dit, ils me reverront plus jamais broyer. Fait que j'ai pas retourné au meeting pendant 1 an. Tu sais. Puis à un moment donné, la journée de ma fête, mon petit frère, il partageait, il avait été demandé pour aller porter le message dans un meeting, puis moi, il avait démissionné sur mon cas. Là. Il pensait que j'étais irrécupérable. Tu sais, de toute façon, dans la méthode, ils disent, il y en a de ces malheureux qui n'accrocheront jamais. C'est ça. Fait qu'il pensait que je faisais partie de ceux-là. Puis la journée de ma fête, moi, j'étais défaite. J'étais dans un bas fond. Je vivais chez ma mère. J'étais rendu sur le BS. J'avais plus rien. Fait que la brosse, ça durait... une journée, tu sais, le temps du chèque du BS, ça, c'est... Puis mon frère, c'est ça, la journée de ma fête, il partage, fait qu'il m'invite. J'ai dit oui, tu sais. Pourquoi j'ai dit oui cette journée-là? La journée de ma fête, d'habitude, c'est le party, tu sais. Puis en fin de compte, je me suis ramassé dans une salle de meeting, puis j'ai repris encore le jeton du nouveau. Mais là, j'avais encore des chums de la brasserie, puis il y en a un de ceux-là qui m'a pris par la main, puis on a fait du meeting. Lui, il était un électricien sur le chômage. Moi, j'étais sur le BS, fait qu'on avait du temps pour faire du meeting. Ça, c'est important, quand tu rencontres quelqu'un dans le meeting. Il m'a vraiment tendu la main, puis il m'a amené, il venait me chercher à 10 h le matin, il m'appelait, on va te faire un meeting à midi. J'étais pas habile de dire non, j'étais influençable, tu sais, puis ça m'a sauvé la vie, par contre, là, tu sais. Il venait me reconduire chez nous parce que j'avais perdu mes licences, l'alcool, tout ce que ça m'avait amené. T'sais. Les problèmes, on les connaît. Puis il venait me reconduire. Le soir, il venait me rechercher. On allait faire un autre meeting. C'était comme ça, 7 jours semaine, tout le temps. Jusqu'à temps que je puisse aller voler faire tes propres ailes. Exactement. Ben, c'est bon, hein? C'est drôle. J'aime ça de la main que tu parles parce qu'on voit que tu chemines. On voit que tu as cheminé beaucoup. On voit que tu connais la littérature parce que tu emploies les expressions qu'il y a dans la littérature. Oui, bien,
Honnêtement, il m'est arrivé une expérience, là, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite. Ben, j'ai fait 25 ans de cheminement à partir du 5 décembre 92 que je suis rentré. Mais après 14 ans, j'avais comme slacké les meetings. Puis j'ai parti. Mais écoute, tous les cadeaux de AA. Tu as commencé le 5 décembre. Ouais. Donc, tu as eu ton premier Noël, tes premières fêtes à jeun. À jeun. Ouais, comment ça a été pour les auditeurs qui nous écoutent? Là? Ça a été très difficile. Oui, hein? Parce que tout le monde continue à boire pareil chez vous. Oui, mais il y avait beaucoup de parties de Noël dans le temps. Il y avait le Fuzzy, là, le propriétaire du Fuzzy, c'était un membre AA. Puis lui, il faisait des gros parties AA sans alcool dans ses bars. Il fermait ça. Puis... Fait que je me suis ramassé là-dedans, mais j'étais pas à l'aise. Là. Je me sentais pas à ma place. Là. J'étais pas bien. Moi j'étais un gars pogné, renfermé, complexé. Puis là, si plus d'alcool pour geler ça, là, je me sentais pas à l'aise. Fait que je restais pas longtemps dans ces places-là. J'étais pas bien. Mais tu as fait beaucoup de meetings à cette époque-là. Tous les jours. Là, puis... Ben, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent qu'il y a 700 meetings sur l'île de Montréal. Fait que quand un gars dit... j'ai pas eu le temps d'aller à mon meeting. T'en as le matin, le midi, le soir, tu en as même la nuit. Fait que t'as toujours un petit heure à donner pour aller dans un meeting. Hein? Ça, je remercie d'avoir eu des membres qui étaient là pour moi et qui m'ont amené à des meetings. Ben, c'est un peu le côté du meeting, le côté fraternité, le côté chaleureux de l'accueil. Aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de faire. J'ai des nouveaux alentours de moi, puis je les amène, puis je vais les chercher, puis... on chemine ensemble. J'avais pas ça avant. Je l'ai fait pour moi, ça a été bon, mais c'est ça. Parce qu'un alcoolique, il ne faut pas que tu lui dises quoi faire. Mais tu peux l'accompagner. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit on marche par la traîne et non par la réclame. Ouais. Tu sais, comme ton petit frère, quand même, dans ta tête, il y avait une graine quand même de creuser. Oui, absolument. De planter. Tu sais, parce qu'il était venu te voir, puis la première fois que tu étais dans le premier meeting, ton subconscient s'en souvenait de ça, inconditionnellement, même si tu es allé beaucoup plus tard par après. Ça a fait qu'aujourd'hui, tu es accroché. Puis que... Mais il s'est passé quelque chose dans ta vie, par même. À un moment donné, au bout de 25 ans, Oui, bien c'est ça, comme je disais, après 14 ans, ben moi, tous les cadeaux sont arrivés. Là. J'ai retourné, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu des jobs, j'ai retourné aux études, puis j'ai parti une compagnie de construction. Puis là, ça allait bien. Là, mais là, j'ai tombé, je m'en ai pas rendu compte, là, mais l'ivresse mentale. Là, le matériel, là, c'était le truck-nœud, le char-nœud, motorisé, le bateau, toutes les... J'ai manqué maintenant. Oui, exactement. Puis tu faisais des heures de fou dans ta compagnie. Oui, puis oui, j'ai travaillé pour, mais aussitôt que j'achetais ces biens-là, là, c'était du vide. C'était fini. Qu'est-ce que je veux d'autre? Là? Ça comblait pas le vide que j'avais. Pas du gain. Ouais. Puis j'avais slacké beaucoup les meetings. La visité, t'en voulais plus. Oui, c'est ça. Puis là, je faisais plus de meetings parce que j'avais plus de temps, je me disais. T'avais des excuses. C'est ça. J'étais bien occupé avec la compagnie, mais dans le fond, oui, j'étais occupé, mais... Mais tu es resté abstinent quand même. J'ai resté à travers toutes ces années. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la rechute est arrivée? Bien, la rechute est arrivée... Parce que... Ton vide intérieur était toujours là quand même. Oui. Ce que tu avais réussi à remplir dans le temps que tu faisais du meeting. C'est ça, j'ai rencontré une femme, on a eu un enfant ensemble, puis la maison, tout le kit, mais avec la compagnie, ça me permettait d'avoir du temps libre. T'sais. Puis là, ben moi, j'ai changé ma dépendance pour une autre dépendance. C'est pour la sexualité. T'sais. Ah ouais, OK. Puis là, c'est les remords qui m'ont amené à la rechute. C'est les remords de... Autrement dit, tu trompais la femme à qui tu étais, c'est ça que tu veux dire? Absolument. OK, ouais. OK. Mais juste pour bien comprendre, Guy, tu as fait 14 ans, ça veut dire que tu as fait 11 ans abstinent sans meeting. C'est ça que tu veux dire? Oui, à peu près. Là, mais j'en faisais à l'occasion, j'allais dans les anniversaires, dans quelques congrès. Oui, c'est ça. Mais tu l'as fait seul. J'ai arrêté de prendre mes jetons, je prenais plus mes jetons. C'est le sournois déroutant. Absolument. C'est venu me chercher par en arrière, puis je pensais jamais boire. C'était à la maison, sur le bord de la terrasse. La fille de mon ex avait fait un pot de sangria, puis... Pourquoi pas? Ouais, comme le monde dit, le sangria, il n'y a pas de boisson là-dedans. C'est juste des fruits. J'ai essayé, mais là, j'ai senti qu'il y en avait de la boisson là-dedans. Ouais. Le premier verre, c'est ce qu'on se dit. C'est ça que je veux dire. On se dit ça. Il n'y a pas de boisson là-dedans, c'est juste des fruits. Ouais. Mais j'ai eu un buzz, puis moi, là, je pensais que j'étais guéri. Parce que le buzz, j'ai pas aimé ça. Après 25 ans, là,
pas d'alcool. Ça a dû te faire peur un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était déroutant. Puis là, j'en ai parlé avec un membre que j'étais quand même en contact. Parce que j'ai été privilégié parce que même si je faisais pas de meeting, j'ai été en contact. Mes amis, c'était des membres. Puis j'ai toujours été en contact avec eux. Fait que j'en ai appelé un, puis j'ai dit « Hey, je pense que je suis correct. Moi, je pense que je vais pouvoir boire parce que j'aime pas le feeling. » Fait que ça m'étourdit, puis je suis plus bien là-dedans. Tu vas être capable d'arrêter après 1 ou 2 heures. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça que ça a fait aussi pendant à peu près 2 semaines. Mais après ça, là... J'ai reparti comme j'ai bu comme j'ai jamais bu. Moi, comme je t'ai invité en tant que personnalité connue dans bien des levées de fonds, des soupers. Puis à un moment donné, il y en a toujours qui va amener une bouteille de vin sans alcool. Mm-hmm. Je les comprends. Ils sont contents de vouloir me faire plaisir, que j'aie un verre de vin comme tout le monde, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Puis j'étais bien gentil, c'est le fin, mais moi, je ne buvais pas pour le goût. Je buvais pour l'effet. C'est ça. Tu sais, puis ton jus de raisin, là... Je n'ai pas, ça me donne rien de boire ça. Je vais autant boire de l'eau parce que le geste de prendre un verre de vin, même s'il n'y a pas d'alcool, le geste est là quand même. Puis le fou dans ta tête, il s'en souvient de ce geste-là. Puis ça peut te mettre en danger. Hein? Oui, parce que tu peux arriver et dire, regarde, bois du jus, je vais m'en prendre un par en arrière. Ouais. Ça ne paraîtra pas. Ouais. C'est là que tu repars. Ouais. Très, très dangereux. Très insidieux comme maladie. Puis il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, je pense, qu'aujourd'hui, on peut dire un coup, tu as commencé à consommer, qui est important. On a parlé un petit peu de la dépendance affective, on a parlé un petit peu de ton manque d'amour comme général qu'on a tous les trois ici quand on était jeunes. Mais t'es arrivé d'autres choses. Tu as eu un accident, je pense, très jeune, hein? Oui. Ça te dérange-tu d'en parler un peu? Ou... Non, ça ne me dérange pas d'en parler. Non, moi, j'ai perdu l'usage d'un œil à 12 ans. À 12 ans? Oui. Puis ça a été un choc pour moi, là, émotif. T'sais. En partant, c'est quelque chose Au début, je ne le d'important. savais pas, mais moi, j'étais un sportif, moi, j'étais un joueur de baseball, j'étais lanceur, capitaine de mon équipe, j'étais un beau petit bonhomme, brun aux yeux bleus, toutes les filles alentour de moi, puis là, à partir de cet événement-là... T'es venu qu'un moins que rien. Moins que rien. Là, l'estime de moi, elle a droppé, j'ai refusé d'aller à l'école pendant 1 an de temps, ma mère, elle savait pas quoi faire avec moi, puis elle m'a... On a déménagé, fait que changé de clan. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'en allait à la même école que moi, puis il m'a offert un joint de pot. T'sais. Mais moi, je connaissais pas la drogue à ce moment-là. Puis t'aspirais pas à ça non plus. Non, mais... Tu n'y as même pas pensé par toi-même. Non, c'est ça, même pas. Mais c'est toujours un peu pour les gens la première fois qu'il me l'a offert, j'ai refusé. Là, je dis, ben non, moi, je touche pas à ça, mais... La 2e journée ou la 3e journée qu'on s'en allait à l'école, et j'ai dit oui. T'sais. Puis à ce moment-là, quand moi j'ai fumé ce joint-là, je ne sais pas si ça t'est arrivé ou à d'autres personnes, moi j'ai parti à rire. J'ai ri, ça m'a fait rire. Là. Ça faisait 1 an que je riais plus là, suite à l'événement. Tu n'avais pas de bonheur intérieur, tu n'avais pas le goût de vivre. Ça m'a déclenché une brosse monumentale pendant 20 ans. Ah ouais. Ça, là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai dit, j'en veux d'autres de ça. Puis je suis tombé dans l'excès. Les gens qui nous écoutent, c'est important parce que l'influence des copains à l'école, pour ceux qui ont des enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu légal. Puis le monde... Moi, je sais, je suis un père de 3 enfants, puis on n'a toujours pas que nos enfants embarquent là-dedans sans notre consentement ou sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'il y a toujours l'influence scolaire qui est importante. Puis dans ton cas, c'est un peu ce qui est arrivé avec les problèmes que tu avais connus à cause de ton accident. Puis il n'y avait pas personne de te donner aucun soin, personne de te dire, ben Guy, il faudrait qu'aujourd'hui, on va te prendre en main, puis on va te montrer comment réagir avec un œil en moins. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas d'aide psychologique. Ils nous ont même envoyé... encore aujourd'hui, c'est un peu difficile à l'avoir, tu sais. Mais, tu sais, ma mère, elle savait pas quoi faire avec moi. Fait qu'elle, à ce moment-là, quand elle a vu que j'ai eu du fun, j'ai eu du plaisir à consommer comme ça, elle m'a laissé faire, tu sais. Fait que chez nous, là... Moi, elle te voyait heureux. Oui, c'est ça. Elle pensait que c'était correct. C'est ça. Elle savait pas, tu sais. Mais c'est ce qu'on veut pour nos enfants, les parents. On veut qu'ils soient heureux. Exactement. Là, elle a eu un changement dans ton attitude. Oui. Puis là, elle m'a laissé aller, mais moi, ça a dégringolé. Tu vois, c'est là qu'il est important... Que quelqu'un s'occupe de toi, qui te donne de l'aide, puis ta mère te prend par la main et dit là, Guy, on va aller voir quelqu'un. Mais comme tu dis, dans ces années-là, le pot n'était même pas un problème. Tu comprends? Non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été le. Ça a augmenté un peu ta consommation insidieusement. Tu t'en rendais pas compte, mais ta consommation augmentait tout le temps. Beaucoup. Moi, j'ai commencé à partir de ce moment-là à consommer tous les jours. C'est drôle que tu parles ça parce qu'on en parlait tantôt en ronde.
Moi, quand je suis sorti de prison, c'est un peu comme toi. C'est comme si j'avais perdu un œil, moi aussi. Puis j'avais aucun soin qui m'était offert. Puis je savais même pas si j'avais besoin de soins. Mais je venais de passer une épreuve terriblement difficile. Malgré que j'ai fait un crime que j'ai payé pour, ça, je le comprends. Mais il reste toujours, j'ai été enfermé pendant 1 an et demi de temps à 1500 000 de chez nous, tout seul de Québécois, dans une prison de 800 prisonniers. Puis quand je suis sorti de là, pas une scène, puis toutes les portes étaient fermées, personne ne voulait m'engager. J'avais 30 ans dans la force de l'âge. Ça marque quelqu'un, ça. Puis quand tu commences à consommer comme toi, j'ai commencé à consommer encore plus à ce moment-là. Puis là, je me faisais une gang de chums qui étaient des consommateurs. Pareil comme toi. Puis là, on parle des années 80, c'était la grosse foire dans le centre-ville, ça roulait avant, tu sais, le Thursdays et compagnie, Pacha, ceux qui vont s'en souvenir de ces places-là. Mais ça a augmenté, mais l'affaire, c'est qu'on s'en rend pas compte. Hein? Non, on n'a pas de problème. On pense pas qu'on a de problème. On voit tout notre entourage, tous nos amis sont pareils comme nous. Fait que on voit pas que c'est un problème. Il faut dire, à ce moment-là, on a du plaisir aussi. Au début, on a du plaisir. Mais non, on s'imagine qu'on a du plaisir. Ça, je veux dire, mais on n'est pas dans le trouble. Là. Moi, la substance nous faisait qu'on est bien, qu'on a du plaisir. Parce que la boule dans l'estomac et puis là. Quand on consomme. Quand on consomme, on pense que le vide est rempli. C'est ça. Une illusion. Quand tu dégèles. C'est une illusion. Ça, c'est dur pour les auditeurs qui nous écoutent. Dire que la consommation, c'est une illusion. Mais c'est exactement ce que c'est un coup. Mais tu ne sais pas. Tu t'en rends pas compte quand tu es dedans. Puis tu veux pas t'en rendre compte. Non, tu penses que tu es correct. C'est ça qui est le côté sournois de la maladie. Puis même comme moi, dans mon cas, j'ai été 35 ans. Ça faisait 15 ans que j'avais plus de plaisir. Puis je comprenais pas que j'avais un problème. C'était ton mode de vie. C'est ça. Moi, c'était normal. J'étais pas heureux, mais c'était normal. C'est sûr que c'était excessif. Mais pour moi, c'était normal, puis j'avais aucun problème. Puis pourtant, là, j'étais dans déchéance totale. Mais déchéance, c'est le mot déchéance, tu sais, on le qualifie comment? Qu'est-ce qui fait que tu es dans déchéance ou tu... Non, je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est juste que pour celui qui nous écoute, c'est quoi de la déchéance? Parce qu'il y en a qui nous écoutent présentement, ils sont dans la déchéance, mais ils ne savent pas. Un peu comme tu dis, Guy, toi aussi, tu le savais pas. Moi non plus, je ne le savais pas que je consommais les femmes de la même manière que je consommais ma substance. C'est quand tu arrêtes de consommer, puis là, tu fais de la littérature, puis tu embarques dans le mouvement, puis tu t'aperçois que tes étapes, quand tu commences à faire ta première étape, deuxième étape, toi, ta première étape, as-tu eu un petit peu de misère à la faire, ta première étape? Non. J'ai admis tout de suite là, que j'avais un problème, là, tu sais, puis non. Tu en as aperçu que ça avait pris le contrôle. Que j'avais perdu la raison aussi. Là, Parce que bien du monde ont de la misère à comprendre la première étape. Quand tu dis « j'admets que j'ai un problème avec la substance », c'est quasiment d'admettre que tu étais un alcoolique ou un toxicomane. Moi, je l'ai admis parce que ça m'avait amené des problèmes. Quand j'ai arrêté, là, j'étais retourné chez mes parents, mais suite à... Je m'étais fait arrêter par la police pour ivresse-au-maître. Je m'étais fait arrêter par la police dans un bar parce que je vendais de la drogue. Là, fait que là, j'avais atteint un bas fond. Là, fait que je voyais que j'avais un problème. Là, tu t'en rendais compte? Là, oui. Puis avec mon frère qui faisait les fraternités aussi. Mais je pense que ça a aidé ça m'allumait aussi, à voir que t'avais le mauvais côté de ta vie, puis t'avais le bon côté de l'autre côté avec ton frère. En plus, t'étais le plus jeune. Absolument, le plus vieux, il n'est pas porté. Moi, je le sais, je suis le plus jeune des 3 garçons chez nous. Puis il n'était pas porté à m'écouter, mes 2 frères. C'est plutôt le contraire qui se passait. Oui, c'est ça. Lui, il y avait de l'attrait quand même, puis il est encore là dans ma vie, encore abstinent. Puis il est encore abstinent. Lui, il n'a jamais rechuté. Non. Mais l'autre, oui. La première étape, il y a 2 volets. Hein, le deuxième volet, nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Toi, tu savais ça tout de suite en partant? Que tu avais perdu la maîtrise de ta vie? Ben oui, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu, la maîtrise de ça fait que tu vie. le savais en partant. Ta première étape était faite. J'étais un irresponsable. J'étais rendu chez ma mère là, à 32 ans là, quand je suis arrivé. Puis moi, j'avais jamais eu d'appartement. Moi, je suis parti vagabond, là, tripé dans l'Ouest canadien, puis descendu dans le Sud. Puis après ça, là, j'ai été travailler où ils fournissaient des camps. Fait que je travaillais sur les camps parce que j'avais pas besoin d'avoir d'appartement. Je sortais du camp au printemps, puis c'était le party. Juste ça, là. J'ai toujours été un responsable. Fait que je savais que j'avais pas... Toi, ta vie, c'était le party. Pas de responsabilité. Absolument pas. Incapable de prendre de responsabilité. Ben, moi, j'étais un peu de même aussi, mais moi, j'avais des responsabilités dues à mon travail professionnel. Mais il reste toujours que tu le sais pas vraiment. Tu sais, que tu es responsable d'un bord, puis tu penses que tu es responsable dans ta vie personnelle autant parce que tu l'es dans ta vie professionnelle.
Fait que tu mélanges les deux, mais les deux sont supposés être séparés. Ce que tu fais dans ta job, c'est pas nécessairement la personne que t'es. Tu peux pas gérer ta femme et tes enfants comme tu gères tes employés dans ta maison de construction. Ben non, tu comprends? Non, c'est pas pareil. Puis c'est ça. Mais j'ai toujours été un bon travaillant quand même. Puis j'étais responsable dans ce domaine-là, tu sais, jusqu'à dans les dernières années de ma compagnie, là. Parce que là, je te parle un peu, on parlait de 8e année, de 8e étape, là, puis c'est un peu ça que je fais là, en ce moment. Je suis en train de faire une amende honorable. Là, je le dis dans un balado, j'ai jamais dit ça avant, là, que j'ai tombé dans la sexualité, puis j'avais des remords d'aller coucher à côté de ma femme après. Là, mais quand on parle... C'est ça les torts, quand on parle dans la 4e et la 5e étape, reconnaître tes torts. Ouais, les torts, le mot tort est très important parce qu'il y a bien du monde T-O-R-T, je parle. Là. Le mot tort est très important parce que les gens ne savent pas trop au début c'est quoi mes torts. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour avoir des torts? Parce qu'on pense, comme tu disais tantôt, que notre vie est correcte, puis il n'y a pas eu de problème, on décide d'arrêter de boire, puis on continue. Mais quand tu embarques dans les étapes... Ben, c'est parce que quand on consomme, c'est toujours la faute des autres. Fait que quand tu arrives dans la 4e étape, là, t'as une grosse part de responsabilité. T'sais, dans les torts, il parle le ressentiment de la colère. T'sais. On vient en maudit contre le mode de vie qu'on a, la culpabilité, l'inégalité de l'humeur. Tu te lèves le matin, t'es déjà en maudit en te levant le matin, puis tu sais pas pourquoi. Ça n'est un tort que tu as quand tu lui demandes de te les enlever à la 5e, à la 6e étape, à la 7e étape. Il y a l'autre, le mensonge, la tricherie, la manipulation. C'est un paquet de torts qu'on a, qu'on se rend pas compte qu'on est en train de manipuler, puis on triche vis-à-vis le monde. Hein? C'est bizarre pareil. Puis là, on arrive à la 8e étape, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et nous avons consenti, mot très important, comme je disais au début, à réparer nos torts envers chacune d'elles. T'as-tu fait ta 8e étape ou t'es-tu rendu là ou tu parlais tantôt de mention honorable? Bien là, je viens d'en faire une un peu, en parlant de ça. Puis oui, moi, c'est quand je suis revenu après ma rechute, j'ai été sur la rechute 2 ans. Là, ça fait 4 ans et demi que je suis revenu, mais j'allais pas bien. Les 2 premières années, là, j'ai de ton 4 ans et demi, de ton retour. De mon retour, les 2 premières années, je faisais beaucoup de meetings, mais je n'étais pas hâte de retrouver la paix intérieure. Je n'étais pas hâte de retrouver la magie de AA. Je trouvais que ça marchait plus, tu sais, puis j'ai persisté. Wow. Puis là... T'as-tu eu soif entre-temps? Non, jamais. J'ai eu la grâce. 2 fois, j'ai eu la grâce. Moi, autant que je buvais, là, je peux pas croire que du jour au lendemain, ça soit parti comme ça. Est-ce que tu l'as demandé rigoureusement honnête avec toi-même? Tu as demandé à ta force supérieure? Absolument. Parce qu'on a parlé de la force supérieure dans les autres étapes. Puis c'est un concept qui est un petit peu difficile d'expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne s'identifient pas comme alcoolique aujourd'hui, mais qu'il prend un verre un peu trop. Tu sais, la puissance supérieure. Faut que tu lui demandes rigoureusement honnête avec toi-même. Oui, c'est ça. Souvent, je lui ai demandé de m'enlever à soif quand j'étais sur le bord de la toilette. En train de dégueuler. Là, en train de dégueuler, là, je ne boirai plus jamais, tu sais. Promesse d'ivrogne. C'est ça. Mais cette fois-là, j'avais tenté à ma vie. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Fait que quand je suis revenu, là... c'est drôle, Jocelyn aussi, la semaine dernière, hein? C'est ça, j'avais... Fait que t'étais vraiment sincère, là. Oui, absolument, parce que c'était... T'étais vraiment dans le bas fond. Dans un bas fond, émotif, une séparation, la perte de la compagnie. Beaucoup de pertes, beaucoup de deuil que j'ai eu à passer au travers. Et tu pensais-tu que c'était la faute du système, la faute des autres? Ah oui, c'était toute la faute de tout le monde. J'ai été poursuivi au civil par un client dans ma compagnie. C'était tout de sa faute, c'était un hostie. Mais tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je suis le seul responsable de mes actes. T'sais. Tout ce qui m'est arrivé... c'est pas la faute de personne d'autre que moi. C'est ça l'honnêteté. Toi, tu as été 25 ans, là, puis tu as rechuté. C'était difficile de revenir. Ah ouais. Tu es revenu comment, premièrement? Par l'aide de quelqu'un, par toi-même? Ben... Parce que 25 ans arrêté, puis revenir, là, c'est très, très difficile, apparemment. Ben, tu sais, j'ai toujours mon frère qui était membre, puis j'ai un ami aussi de longue date, là, d'une trentaine d'années, que j'ai toujours été en communication avec lui. Puis quand j'ai attenté à ma vie, le lendemain matin, il était là. OK. Je l'ai appelé, puis il est venu à la maison, puis à partir de ça, c'est la déclaration de la responsabilité qu'on a dans la fraternité. Hein? Ouais. Si quelqu'un, quelque part, tend la main, je veux que celle des A soit là, et de ça, je suis responsable. C'est ça qui est arrivé avec lui. Ouais. Tu sais, parce que les gens, on parle beaucoup de la littérature dans ce balado-là, puis
les gens qui commencent à faire un premier meeting, deuxième meeting, ne sont pas portés à lire. Parce que moi, quand ils m'ont dit, il faut que tu lises le gros livre. Moi, je ne suis pas un liseur, tu sais. J'étais un gars, des fois, dans ma profession, je lisais 2 pages, je tombais endormi, tu sais, puis je m'arrangerais avec ça plus tard, tu sais. Mais là, le gros livre, ça me faisait peur. Je disais, hey, il y a au-dessus de 400 quelques pages. Mais par contre, c'est les 186 premières pages qui sont importantes, qui nous donnent une marche à suivre, noir sur blanc, comment faire les 12 étapes pour arriver à une abstinence continue. C'est ça qui est un peu qui est difficile, mais dans les étapes, il en parle beaucoup de la responsabilité. Oui, ben, les premières 25 ans d'abstinence, là, tu sais, je peux pas dire que j'ai cheminé parce qu'après 14 ans, je faisais pratiquement plus de meeting. Là. Mais ça, c'est un peu normal. Lisais pas. C'est un peu normal. On pense qu'on est king, puis on pense qu'on revient dans nos anciens comportements sans s'en rendre compte. C'est insidieux. Hein, j'étais dans l'ivresse mentale solide. Mais je lisais pas. J'ai jamais été un gros liseur non plus. Là, puis, fait que moi, je lisais mon 24 heures. À l'époque, c'était pas mal tout ce que je lisais. Puis bien des journées, je le lisais pas. C'est la différence qu'il y a avec mon 4 ans et demi que j'ai d'abstinence aujourd'hui. Je lis beaucoup. Je me suis donné comme tâche de lire le gros livre au complet. Je l'ai fait. Là, je suis dans le Dr. Bob. J'ai lu le livre Transmets-le, l'histoire de Bill. Le petit livre rouge, le livre vert, tabouret et bouteille. Pensez qu'on est quotidienne. Mes réflexions quotidiennes sont faites tous les matins. J'ai changé. J'ai essayé de mettre le programme des 12 étapes en pratique dans ma vie. Cette fois-là, sérieusement. Puis ça fonctionne pour moi. Là. Puis l'avantage qu'on a dans la méthode, ils disent qu'ils ne connaissent pas personne qui a mis ces étapes-là à la perfection à 100%. Non. Donc, ça nous ouvre une porte que même si tu n'es pas capable de... Tu sais, moi, des fois, quand le fou dans ma tête passe une chire, puis j'ai de la misère, bien, la 10e étape, il faut que tu le ramènes. Tu t'aperçois de ton tort que tu es en train de causer, puis tu te ramènes dans tes étapes. Mais, tu sais, on n'avait pas ça avant. Là, maintenant, tu as les 12 étapes, tu dis que tu vis les 12 étapes comme il faut. Puis, au meilleur de ma connaissance, c'est pas parfait. Quand même que tu échappes une de temps en temps, c'est pas grave. Non. Mais je me ramène tout le temps. Puis c'est ça, je suis impliqué. Je fais des choses que je faisais pas avant. Le programme, il dit, si tu veux t'en sortir, implique-toi, fais du meeting, parle avec un autre alcoolique. Fait que c'est un peu ça que je fais. Puis ça marche dans ma vie. Là, si on veut revenir à la 8e étape, oui, j'en ai fait une amende honorable. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai bifurqué, là, mais ça m'arrive régulièrement. Mais, non, on te suit, pas peur, on te suit. Mais c'est ça. Je disais que j'avais eu bien de la misère les 2 premières années. Puis, j'étais prêt d'accrocher. Je ne retrouvais pas la magie. Puis là, je sentais que j'avais une amende honorable à faire sincèrement à mon ex. T'sais. Mais tu consommais pas ces 2 ans-là? Je consommais pas du tout. Mais je faisais plein de meetings, mais je n'étais pas d'accrocher. Je croyais plus personne. J'étais fait que là, quand tu as dressé ta liste la liste de ta 8e étape des personnes que tu as lésées, ton ex a apparu tout de suite. Ah oui. Puis là, tu savais qu'à la 9e étape, il fallait aller lui faire une mention honorable. Oui, absolument. Puis là, j'ai été là. Est-ce que tu as avoué tes torts? Parce que c'est ça que le monde a de la misère avec la 8e étape. Il y en avait un, entre autres. J'ai pas pu y parler longtemps, parce que elle voulait plus me voir. Mais la 10e étape, c'est ça. Ils disent que si c'est pour faire plus de tort en essayant de régulariser ton propre tort avec la personne, t'es mieux de pas y parler. Ben non, c'est ça. Fait que moi, il y avait quelque chose que je suis capable de vivre avec qui m'empêchait d'avancer. Okay. C'est ça que j'ai été lui dire. Okay. Moi, j'avais dit quelque chose à mon ex. Moi, j'avais dit que je regrettais qu'elle était la mère de ma fille. Puis, pendant que tu étais avec. Ou pendant que tu étais en chicane avec. Pendant que j'étais en chicane, pendant la séparation. Parce que là, elle est venue me chercher la moitié de la maison. Puis là, en tout cas, la colère, le ressentiment. C'est un des torts qu'on a en général dans les alcooliques anonymes. C'est que tu veux faire mal à l'autre personne, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de lui faire mal. Puis tu te fais mal à toi aussi. Tu te fais mal à toi parce que tu veux avoir raison. Tu veux avoir raison que la séparation, c'est pas de ta faute. Je n'étais plus capable de me vivre à cause de cette phrase-là. Puis c'est pas vrai. Là, quand tu es revenu dans le programme puis tu étais honnête avec toi-même, la phrase est revenue. Ah ouais, j'étais plus capable de me vivre. Là, quand de la main, tu le dis, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un tort assez excessif, là, assez grave. Fait qu'il a fallu que j'aille demander pardon pour ça. Ouais. Puis même ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Elle a eu des craintes. Ça s'est fait j'ai même pas débarqué de mon véhicule. Elle était dehors. Elle s'en allait à son travail. Puis je lui ai dit que je t'excusais, tu demandais pardon. Oui, je lui demandais pardon, puis que c'était pas vrai. Que... Ça a-tu enlevé un poids sur tes épaules? Énorme. Ah ouais, énorme.
C'est ça quand on va parler de la 9e étape. C'est ça, quand tu fais des mentions. Moi aussi, j'en ai fait plusieurs mentions honorables, puis ça t'enlève un poids. Même des fois, moi, j'ai des gars, des collègues de travail qui sont venus me dire depuis que je t'ai rendu abstinent, tu te souviens-tu un soir, telle place, on était sur la brosse, puis tu me disais une affaire, j'ai pas trop aimé. Puis je m'en souvenais, hein, puis je dis, ben c'est ça. Ça donne bien, t'es là, moi, te faire une mention honorable. Puis après ça, la relation devient harmonieuse avec cette personne-là. Ça veut pas dire qu'il va venir souper chez vous tous les soirs. Non. Mais quand je le voyais sur la route, on allait manger ensemble, puis tu sais, ça enlève vraiment un poids sur tes épaules. Il faut dire aux auditeurs aussi que quand on vit, mettons, le remords, ça peut, si tu ne fais pas ton amende honorable à long terme, ou même à court terme, tu peux revenir à la rechute. Ça peut te ramener à la rechute. Absolument. C'est parce très que dangereux. moi, T'as entièrement raison. Oui, Eric. c'est important. Ouais. C'est important de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'on a consenti. Consenti, ça veut dire que tu es conscient et tu donnes ton consentement que tu vas aller rencontrer cette personne-là à la 9e étape pour t'excuser, demander pardon. Ça, c'est un mot qui est important. Là. Absolument. Parce que là, l'humilité, tu sais, l'humilité descend, là, puis ton ego se dégonfle. Là, là comme tu dis, il faut que tu fasses face à ton ex parce que tu avais un poids terrible sur les épaules après te souvenir de cette phrase-là. Ça t'a fait du bien. Là. Oui, ça m'a fait du bien. Comme tu disais, ça pouvait amener à la rechute. Mais moi, les 2 premières années, là, c'était du remords tout le temps. Puis je pensais même pas à rechuter, je pensais à m'enlever la vie. Parce que t'avais honte. Ça, c'est une autre affaire d'auteur. On a honte. Ouais. De qu'est-ce que j'avais fait. Il n'y a pas juste avec ma femme, il y a avec mon partner de business, les employés, avec le client qui m'a poursuivi en cours. J'avais des torts là-dedans. Là, les amendes honorables, il y en a que je peux faire, il y en a que je peux pas faire encore. Mais il y en a que je peut-être parce que la 8e étape, les 7 premières étapes, tu n'inclus pas les autres dans ton affaire. La 8e, tu commences à penser aux autres. Hein? C'est ça qui est bon dans le cheminement. Tu as pensé à toi les 7 premières pour te mettre dans un cheminement qui va être positif et que tu vas rentrer dans les étapes. Puis à la 8e, là, tu commences à penser aux autres. Puis en pensant aux autres, c'est là que l'ego, il faut qu'il se dégonfle. Il faut que tu sois un pour dire, écoute, je te fais une mention honorable. Moi, je sais, j'ai vu une de mes ex, laquelle elle m'a connu dans mon temps. J'étais en prison pour toute la patente. Puis j'étais obligé de dire à un moment donné, quand j'ai arrêté de consommer, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Puis j'ai dit, elle m'allait avoir. Elle a accepté de me rencontrer par la porte d'en arrière parce que ça ne tentait pas bien. Elle, je suis comme toi un peu, je l'ai trompé, il n'y a rien que je n'ai pas fait, mais je suis allé la voir, puis fait une mention en arabe. Puis c'est vrai que ça fait partie de ton cheminement pour montrer que tu es rendu une bonne personne maintenant. Tu es rendu la personne que tu serais supposé d'être. C'est ça. Mais des fois, la personne que tu es supposé d'être, tu t'en regardes dans le miroir en te levant le matin, c'est pas toujours. Fais pas toujours ton affaire, parce qu'avant, quand elle faisait pas ton affaire, cette personne-là, tu consommais. C'est ça. Tu comprends? Oui. Mais aujourd'hui, je travaille là-dessus. Moi, je pense que les étapes, c'est un travail de toute une vie. Je me sens privilégié d'avoir rencontré ça. Travaille toute une vie, mais 24 heures à la fois. Oui, exactement. Ouais. Puis je fais de mon mieux. Là, c'est tout ce que j'essaye de faire. Le matin, j'essaye de confier ma vie, puis ça, c'est la 3e étape. Tu confies ta vie et ta volonté à Dieu comme tu le conçois. Puis que je sois une meilleure personne. Puis, il y a beaucoup de négativités qui sont parties de moi depuis 2 ans et demi, je te dirais. Là, je nourris pas ça. Mais est-ce que tu dirais que cette négativité-là était présente due à ta consommation? Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai eu une grosse peine. La perte de mon œil, ça a pris 24 ans avant que j'arrête de pleurer ça. Okay. Tu jouais à la victime. Ça, c'est un autre problème qu'on a. On aime jouer à la victime. Avant de faire ton deuil. Oui, ça a été dans une 4 et 5 après 4 ans d'abstinence. Là, c'est ça, j'avais été faire une 4 et 5 dans un intensif. Puis là, je m'étais libéré de cette peine-là. C'était lourd, c'était un gros morceau. Puis... Pour la 4e, pour ceux qui s'en souviennent, c'est nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Puis la 5e, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature de nos torts. C'est important, ça. C'est pour ça que je te dis, avant la 8e étape, tu t'occupes de toi-même, de ton cheminement, puis tu prends en compte les 7 premières étapes, n'est plus le moins. Puis à la 8e, tu embarques avec les autres. C'est important, ça. Ouais. Puis tu as été dans un intensif de ta 4 et ta 5. Ouais. Puis tu as sorti de là après, puis tu as continué. Continuer à cheminer. Oui. Puis j'ai même... été demandé pour aller écouter les 5e étapes par la suite. C'est important, c'est que le monde te fasse confiance à ce point-là. C'est ça. Moi, il n'y avait plus personne qui me faisait confiance. Fait que là, ça, c'est bon pour ton estime de toi. Ça a remonté mon estime de moi. Puis après ça, même, on m'a demandé d'animer
les 4e étapes dans l'intensif. J'ai fait ça pendant presque 7 ans. Ah, c'est tout à ton honneur, hein? Oui. Puis comment tu te sentais quand un inconnu, que tu sais, c'est un inconnu, vient de te dire c'est tard? Je me sentais vraiment privilégié. Beaucoup d'écoute, hein? Beaucoup d'écoute, puis d'amour, de confiance. Écoute, c'est vraiment incroyable là, que quelqu'un que tu connais pas puisse venir se dévoiler à toi, là, puis dire c'est tard, il y en a. Puis de ton côté à toi, il faut pas que tu te pognes pour le kid. Absolument pas. Moi, je suis rendu un gourou, je les ai, mes fidèles. Là. C'est ça. Mais honnêtement, là, je peux te dire qu'à un moment donné, c'est venu quand même me chercher de penser. Ça, c'est ton fou dans ta tête. Oui, qui te ramène te dire, regarde comme je suis rendu big aujourd'hui. Ah oui, tu sais, c'est venu. Là, il essaie de te ramener dans ton Payton qui t'a fait rechuter à un moment donné. Probablement, c'est ça, toutes ces choses-là. On dirait que l'estime, elle a gonflé, puis là, j'étais rendu bon, là, j'animais des 4 et 5, là, je faisais... Il était monsieur A. Puis là, t'as des femmes dans le meeting qui viennent te parler. Puis, oui, plein de gens là, tu sais, que j'avais pu à l'entour de moi. Là, tu penses encore à tes anciens patterns. Ça se fait sans que tu t'en rendes compte. C'est inconscient. Oui, c'est ça. Puis là, je l'avais, l'affaire, la compagnie, camion neuf, ça roulait en acier, là, tu sais. Ça, c'est l'ego qui monte, puis l'humilité descend. C'est carrément ça. C'est ton ego qui gonfle. Puis l'ego, on le sait, pour un alcoolique toxicomane, c'est très dangereux. C'est complètement... dans l'humilité. C'est le contraire de l'humilité. C'est complètement... C'est insidieux, tu t'en rends pas compte. Absolument pas. Tu t'en rends pas compte. Mais quand tu t'en rends compte, tu pognes une méchante débat. Aussi. Ben moi, juste te connais une petite anecdote bien vite. En prison, je gérais la cuisine. 75 prisonniers qui travaillaient pour moi dans la cuisine. Puis j'avais 4 civils qui opéraient pendant les repas, tu sais. Mais vu que j'étais rendu le patron de la cuisine, il fallait que je donne des ordres à ces 4 civils-là. Imagine-toi avec l'ego. Hein? Puis j'étais un des gars qui était le plus libre sur le complexe pénitentiaire parce que je disais, je sors pour aller à la cuisine, préparer les repas, puis les repas. Chose qui est très importante dans un milieu carcéral, c'est qu'il faut que les 3 repas soient sur la coche parce que c'est pas long qu'un émeute se déclenche juste parce que t'as pas eu dans l'assiette ce que l'autre a eu avant toi pour aller manger. Puis à un moment donné, il y a un des gardiens qui est arrivé puis il a dit, hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi, à 2 heures de l'après-midi dans la cuisine? Je lui ai dit, moi, chez moi, le boss, c'est toi, t'as pas d'affaires dans ma cuisine, c'est toi qui n'as pas d'affaires ici, tu sacs ton camp. Hey, je l'avais-tu, l'ego, dire ça? Dire ça à un gardien de prison, qui je suis, moi, pour. Mais tu t'en rends pas compte, j'avais un pouvoir terrible que je pensais que j'avais, mais j'avais oublié le fait que j'étais un prisonnier. Tu comprends-tu? Ça n'a pas été long que lui s'est arrangé. À ta place. Ah, il m'a puis il voulait me rentrer dans le trou pour me sacrer une bonne volée. Puis j'étais chanceux, en tout cas. C'est l'histoire de ma vie, moi. J'ai toujours une bonne étoile. Mais il reste toujours que tu t'en rends pas compte que ce pouvoir-là monte en toi. Puis tu te rends même pas compte que ton ego est gonflé au maximum. C'est ça. Tu penses que ça te fait du bien au début, puis après ça, ben là, c'est ça. T'es rendu... Parce que, tu sais, moi, j'étais dans une situation désastreuse. J'étais en prison. Mais je suis le king parce que j'ai un gros ego parce que c'est moi qui mène la cuisine. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est paradoxal au coton. Mais toi, Guy, c'est toi qui s'en est aperçu ou c'est des gens? Parce qu'il y en a qui sont capables de te le dire aussi. T'en es-tu aperçu? Mais même si les gens te le disent... Ouais, si pas ouvert d'esprit... Non, c'est parce que tu t'en rends pas compte. Même si la personne te le dit, comme tu sais, comment qu'il y en a des alcooliques qu'on rencontre dans les meetings, sa femme, ça fait 10 ans qu'elle dit d'arrêter de prendre un coup, puis le gars continue à prendre un coup. Mais pourtant, sa femme qui est la mère de tes enfants, qui est à côté de toi, puis elle te le dit, il faudrait que tu ralentis pas pour autant, parce qu'elle n'a pas raison. De quoi qu'elle se plaint? Je paye le char, je paye la maison, comme tu disais tantôt, j'ai le bateau, on va se faire un tour en bateau. Tu sais, pourquoi qu'elle se plaint? Mais c'est parce que tu te rends pas compte que toi, tu es en train de la rendre malheureuse. Ben, c'est dans l'ivresse mentale. C'est là que j'étais rendu. Là, n'a pas du gain. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait après ta 4 ans et demi? T'es revenu? Là, t'es rendu à 4 ans et demi depuis que t'es revenu. Oui. Là, tu fais du meeting à tous les semaines? Oui, je suis impliqué. Première fois depuis 29 ans d'abstinence, là, si on cumule les deux, là, que j'ai un poste d'RSG, j'ai commencé dernièrement, parce que je veux passer par-dessus mes peurs, puis être dans le service. Puis ça, l'RSG, pour les gens qui ne le savent pas, c'est le représentant des services généraux. Oui. Que tu gères tu amènes les nouvelles de la région à ton groupe. C'est ça, Fait que tu fais les alcooliques anonymes, c'est reparti en région Québec. Puis toi, tu es pas un patron, mais tu es un directeur d'une des régions. Non, pas patron, je me sens pas comme un patron. On peut dire directeur d'une des régions. Non plus, je suis juste... Comment tu te définirais? Ben, je suis l'intermédiaire. Le mot est exact. Intermédiaire. Entre le groupe puis la région. Moi, je vais chercher les nouvelles de qu'est-ce qui se passe, les congrès,
tout ce qui se passe au niveau de la région, puis je ramène ça à mon groupe. S'il y a des événements à passer, je transmets la nouvelle. Là. Puis tantôt, tu disais que tu avais des nouveaux autour de toi. Est-ce que tu leur parles des étapes? Tu leur parles-tu de... Oui. Ouais. J'en ai 3 là, qui sont proches de moi. Puis des nouveaux, il y en a un qui a 60 jours, j'en ai un autre qui a 10 mois. Il a partagé justement hier soir. Il chemine dans les étapes, il arrive d'un intensif. Il n'y a pas juste moi alentour, il y a d'autres personnes, mais j'en fais partie de son groupe de soutien, de membres qui le soutiennent, qui l'aident à cheminer dans les étapes. Oui, moi, quand ils m'ont approché pour faire le balado, ils voulaient qu'on parle de l'alcoolisme. Ouais. C'est là que j'ai dit à celui qui m'en a parlé, j'ai dit, moi, j'aimerais parler des étapes, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez des étapes. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que c'est la marche à suivre. Puis le problème avec les étapes, quand tu arrives à 3e, tu parles avec un Dieu tel que tu le conçois. Ça fait peur aux alcooliques toxicomanes. C'est la première raison que les gars décrochent du système, du programme. Moi, c'est ça me faisait peur au début. Dieu, moi, quand je suis arrivé dans AA, Dieu m'avait enlevé un œil. Hein, fait que moi, en plus, la religion ne va pas trop bien dans ce sens-ci, la religion catholique, puis on associe la religion catholique au Dieu. C'est pour ça qu'on parle plus d'expérience spirituelle. Fait que moi, je l'avais très loin, Dieu, mais aujourd'hui, c'est différent. Puis j'essaie, avec les personnes qui m'entourent, avec qui je chemine, de ne pas mettre de pression là-dessus. De mettre quand même l'importance. Moi, je me cache pas que je crois à une puissance supérieure, puis je le démontre. Es-tu capable de la définir, ta puissance supérieure? Comme moi, c'est mon parrain que j'ai eu pendant 15 ans de temps, quand il est décédé, il avait 61 ans de mouvement. C'était un lâcher-prise sur 2 pattes. Fait que ça, puis il a décidé lui-même de mourir. Fait que ça m'a donné une grosse leçon de vie. Puis quand il est mort, sa femme a fait le ménage dans ses jetons, puis elle m'a donné son 58e jeton. OK, wow. Plaqué or, là. Je l'ai, ça. Quand elle me l'a donné, ça... J'ai eu une larme, là. J'ai été très, très, très ému par ça. Je le mets sur ma table de chevet. Tu disais que tu te lèves le matin en faisant tes réflexions quotidiennes. Ouais. Mais moi, je l'en garde en me levant, puis tout de suite, ça me donne le goût de ma journée, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas de personnage en tant que tel. Au début, quand je suis arrivé, j'ai repris Jésus. Il faisait mon affaire, les cheveux longs, longue barbe. Moi, j'ai été comme ça. Je m'identifiais à ça, tu sais. Ah, t'as déjà eu les cheveux longs? Oui, j'ai déjà eu des cheveux. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, c'est l'univers, la nature. Moi, je vais beaucoup dans la nature. C'est drôle que tu parles de la nature, parce que j'ai vu dans ce temps-ci, ils en parlent beaucoup de la nature, comme quoi que tu peux te régénérer dans la nature, puis ça te calme. Puis moi, j'ai un pied à terre en dehors de Montréal, puis je m'aperçois que quand je marche dans le bois, c'est vrai que t'as comme un apaisement total. Hein? Ah, absolument. J'adore ça. J'ai même été... l'an dernier, j'ai été faire le chemin de Compostelle. En Europe? En Europe. OK. Puis t'as fait un long bout? Ben, j'ai fait 500 km. J'ai fait le chemin de Camino portugais. OK. T'es parti du Portugal, monté jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. C'est ça. Puis après, j'ai été faire... C'est drôle, tu me parles de ça. J'ai une de mes amies qui s'en va faire la même chose que toi. Là, c'est ça. Puis ça m'a vraiment démontré... T'es avec toi-même, hein? T'es tout seul avec toi-même. Mais comment AA m'a transmis de l'amour? Ah ouais. Parce que là-bas, il n'y avait pas de gens d'AA sur le chemin que j'ai rencontré. J'ai pas rencontré de membres. Mais l'amour qu'il y avait là, sur le chemin, là, moi, là, c'est ça. Tout le monde sont prêts à t'aider. Oui, puis j'ai aidé aussi des gens. J'ai ça que j'ai senti. L'amour, c'est universel, ça, là. Puis, mais c'est ça qui fait que... c'est ça qui est plein d'amour. Moi, j'essaie juste de donner un peu d'amour à celui qui souffre. Moi, là, aujourd'hui, je travaille plus. Fait que c'est un peu une mission de vie que j'ai. C'est d'aider les gens. Puis de répandre l'amour. Ta 12e étape. Répandre l'amour que j'ai réussi à acquérir pour moi. Dernièrement, j'avais plus d'amour pour moi. J'avais plus d'estime. J'avais envie de mourir il n'y a pas si longtemps. Puis là, malgré que tu étais dans le programme pareil. Oui. Hein? Oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Là, il faut que tu les mettes en pratique. Il faut que tu te les verses. C'est pas pour rien. Il faut parler. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est quand j'ai été faire une première amende honorable. Ça m'a soulagé. Puis à partir de ce moment-là, tu t'es aperçu que le programme fonctionne. Il fonctionne vraiment. C'est écrit dans la littérature que ça va fonctionner. Puis on est surpris de voir que ça fonctionne quand on fait ce qu'on est supposé faire. Puis... je me comme suis la peur jamais, des gens. J'ai 63 ans, là, j'ai eu 63 ans en décembre,
Puis jamais je me suis senti aussi bien, tu sais, puis Pourquoi? Ben, j'en vois pas d'autres raisons. C'est parce que je suis dans le programme des 12 étapes. Tu l'essayais à ta manière avant. C'est ça, puis ça marche pas. Tu étais malheureux, puis tu étais dans le bas fond. Moi, je crois beaucoup. Moi, je crois beaucoup. Tu as confiance au programme. Tu as foi au programme. Absolument. J'aime bien ce que tu dis, Guy. Tu parles d'amour. Dans le mouvement, bien souvent, moi, j'accueille bien des nouveaux. Avec Robert, là, on chemine avec des nouveaux, ces choses-là. Puis, tu sais, il arrive des mollies, pas d'amour pour eux autres. Puis, bien souvent, on entend les membres dire, regarde, viens nous voir, là, on va t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes toi-même. Ouais. Ouais. On l'entend souvent, puis c'est vrai. On va t'accueillir, on ne te jugera pas. On va te donner de l'amour. C'est ça qui est dur de la 8e étape, c'est qu'il faut que tu consentis à réparer tes torts. C'est dur de dire quand tu arrives, tu n'as pas d'amour, puis de dire que c'est de ta faute. C'est ça. Hein? Puis là, de ta faute, dans le cheminement de tes étapes, tu réalises à un moment donné, vu que c'est de ta faute, ben faut que tu fasses conscience de ça, que les troubles que tu as, comme tu disais tantôt, c'était pas de ta faute. Tu l'avais, la patente. Mais c'était pas tout à fait ça. Mais c'est là que je me suis vraiment rendu compte, là, il y a eu un déclic qui s'est fait, c'est quand je me suis rendu compte que tout partait de moi. Ouais. C'est ça. T'sais, les torts que j'ai eus, mais ça vient de moi, là. C'est tout, tout est parti. C'est ton comportement qui a fait... Même mon accident, je suis allé même là, je veux pas me taper sur la tête avec ça, mais... on jouait au cowboy avec des vrais fusils à plomb. C'est de ma faute, là. C'est moi qui ai couru après ça, là. Fait que, je me suis rendu compte que tout ce qui m'est arrivé, là, c'est de ma faute. Je suis responsable de ça. Mais je me tape pas sur la tête aujourd'hui. Je me pardonne de ça. Puis aujourd'hui, j'essaie de remettre, Mais par contre, moi, je peux te dire que moi, j'ai fait de la prison. Puis psychologiquement, quand j'ai parlé avec des psychologues, ça explique que j'ai été capable d'atterrir cet avion-là pour sauver 306 personnes. Fait que si j'ai fait de la prison pour que 16 ans plus tard, je sauve 306 personnes, tant mieux. C'était la personne que j'étais. Tandis que toi, tu as perdu ton œil, tu es rendu avec la personne que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas perdu ton œil, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui, tu serais peut-être mort. Tu comprends-tu? Fait que, il ne faut pas avoir des regrets, il faut prendre conscience de ça, puis il faut cheminer dans les étapes. C'est ce qui nous fait comprendre que, comment tu agis aujourd'hui, puis que tu fais une vie heureuse, joyeuse et libre. Ben, messieurs, c'est... Déjà, on est déjà rendu à la fin. Tu vois, mais ça s'est bien passé, finalement. Fait que j'aimerais remercier ce balado-là. C'est sûr que c'est dû à Radio M, bien entendu. Je remercie Éric, mon fidèle collaborateur. Quoi qu'aujourd'hui, tu es un petit peu shaké à cause de tes problèmes de santé. Un petit peu, mais c'est pas grave. Tu vas te remettre sur pied, ce sera pas long. Avec la méthode, ça va bien aller. Je remercie Guy, notre invité. Ça a été super sympathique. Nathalie Barrette, qui est à la recherchiste. Mathieu, Tessier, qui est en régie, qui nous regarde et nous fait des signes tout le temps. Gurley Ormerlet, qui est chef du contenu numérique. Jean-Sébastien Laliberté, qui est chef de division technique. Philippe Lapointe, le grand directeur du Canal M. Donc, j'aimerais remercier tout le monde qui nous écoute et nous revenir la semaine prochaine avec la 9e étape qui va être... Nous avons réparé nos torts directement, un mot très important, envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf que lorsqu'en se faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. C'est un peu ce que tu disais tantôt. Tu avais peur d'affronter ton ex, mais finalement, tu l'as fait. Puis ça t'a enlevé un gros poids à ses épaules. Fait que la semaine prochaine, on va parler de la 9e étape. Je vous remercie, messieurs, et merci, chers auditeurs. Restez au poste la semaine prochaine. Au revoir.